chers téléspectateurs de Mourchid TV, bonjour. Votre émission Écodé revient aujourd'hui sur un autre thème en relation avec le marketing. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème relatif à l'entrepreneuriat, la digitalisation et le développement. Avec nous, comme invité, nous avons le professeur Mbaye Diallo. Professeur Mbaye Diallo est professeur à l'Université de Lille, à l'Institut de marketing, de management de la distribution en France. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et chercheur conférence Étienne. Et également aussi prix Sphinx 2012 de la meilleure thèse en gestion en France. Professeur Diallo, bonjour. Bonjour, M. Gueye. Heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Écodé. Merci, merci. Voilà. Avec professeur Diallo, nous avons aussi Dr Daoud Koulibaly, qui est titulaire d'un doctorat de gestion, professeur chercheur titulaire au sein de l'ISTEC, l'ISTEC Paris. Docteur, bonjour. Bonjour. Et aussi ravi de vous recevoir sur le plateau de Écodé. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons également comme invité M. Laïba Mbasek, un marketeur, formateur vraiment connu, également aussi fondateur de Marketing TV Monde. Monsieur Sek, bonjour. Bonjour, M. Mbaké. Bonjour, M. Diallo Koulibaly. Avec nos invités, nous allons échanger autour d'un certain nombre de questions. D'abord, parler de l'entrepreneuriat, mais surtout la relation entre l'entrepreneuriat et la digitalisation. Je vais commencer par le professeur Mbaye Diallo pour un peu revenir sur le concept de la digitalisation, mais également aussi sa relation avec l'entrepreneuriat. Professeur Diallo. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation de Mourchid TV dans cette émission. Pour revenir au sujet, à la question qui est posée, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de politique de développement, on ne peut pas ignorer l'entrepreneuriat ni la digitalisation. Ce sont deux leviers qui sont aujourd'hui à la base du développement économique, qui comportent des enjeux à la fois économiques, mais également des enjeux au niveau socio-culturel. Et je pense qu'il est important que nos pays, que le Sénégal, que l'Afrique prennent en compte ces enjeux pour pouvoir utiliser ces outils-là, pour pouvoir utiliser ces leviers au service du développement économique. Okay. D'accord. Maintenant, en quoi, pour rebondir un peu, docteur Koulibaly, toujours un peu, est-ce que vous pouvez ajouter un peu sur la digitalisation? Qu'est-ce que réellement ça peut amener en termes déjà d'opportunités, mais également aussi en termes déjà d'éléments qui peuvent aller un peu accompagner l'entrepreneuriat en Afrique? Merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi d'abord de commencer à présenter toutes mes condoléances à la presse sénégalaise, aussi au niveau de la recherche universitaire, avec le départ, on va dire, le décès du professeur Momar Sénégal, qu'on connaît bien, et donc que la terre lui soit légère. Maintenant, pour revenir à votre question, qui a été complétée, qui a été un début de complément par le professeur Mbaye Diallo, effectivement, l'entrepreneuriat, il est stratégique. Il n'est pas seulement opérationnel, il est stratégique. Donc quand on dit stratégique, c'est quelque chose qui se passe sur du long terme. Okay. Et quand on dit entrepreneuriat, moi j'ai l'habitude de dire en Afrique à mes étudiants, il y a deux choses qui sont importantes. Les jeunes, les femmes. Et donc quand on dit entrepreneuriat, moi souvent je les adosse aux jeunes et aux femmes. Et qui dit développement d'un pays, en général, dit les jeunes et les femmes. Donc c'est important de montrer que l'entrepreneuriat est une dimension plus que stratégique, qui doit être une préoccupation nationale, transnationale, et j'ai envie de dire également transrégional. Pour revenir aussi sur la question de la digitalisation, on va prendre un exemple très basique, très factuel. Aujourd'hui, le monde est dirigé, on va dire, par 4 grosses structures qu'on appelle les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Ces 4 structures-là, quand on voit un peu, on va dire 80 ou voire 90% de leur business est fait sur le digital. Okay. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et surtout que ces entreprises qui sont nées très récemment. Google, c'est 97. Facebook, c'est 2006. Amazon, c'est 77. Donc, ces pas Amazon, plutôt Apple, c'est 77. Ces entreprises très jeunes qui ont su, entre guillemets, valser ou jouer sur le mouvement du digital. Aujourd'hui, la digitalisation est un élément important. Merci, docteur. On aura l'occasion de revenir. En tout cas, vous avez déjà bien campé. Et déjà, même parlant de digitalisation, vous avez un peu dégagé les tendances, n'est-ce pas? Également aussi, ces entreprises-là
qui, quelque peu, en tout cas, orientent la marche du monde et qui sont carrément dans la digitalisation. Comment maintenant, en tout cas, nos jeunes quand même peuvent vraiment profiter de ce contexte-là, en tout cas de cette nouvelle tendance, pour vraiment en tirer leur épingle du jeu dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je pense que ça, on aura l'occasion d'en parler. Oui, l'Aibambasek, juste pour compléter, mais également aussi l'adapter au contexte local. Je vois que vous avez beaucoup travaillé sur en fait, la contextualisation du marketing dans le marché sénégalais. Je vous vois souvent accompagner nos parents bol, les informels. Et ça, c'est important parce qu'ils représentent beaucoup sur l'économie sénégalaise. Alors, comment vous pouvez un peu revenir d'abord sur la digitalisation, sur l'entrepreneuriat, mais également aussi comment on peut, cet élément-là peut vraiment être en tout cas un élément de valeur ajoutée, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes en train de faire en marketing au niveau local. Voilà. Merci Mbaké. Je suis sur le plateau de Mourchid. Permettez-moi d'abord de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mourchid. Wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa bijahi bayni wa bayna kull mulhid pour saluer le personnel de Mourchid TV. Nous sommes en 2019. Il y a beaucoup de Sénégalais qui traînent. Et je crois que nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons nous battre. Jusqu'ici, l'offre des écoles de formation au Sénégal est seulement destinée à ceux qui ont Bac+. Alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui entreprennent. Si vous allez à Pout, des vendeuses de mangue. Si vous allez à Dias, des vendeurs de fruits. La Casamance, Kolda, des vendeuses de lait, etc. Ils ont besoin d'être accompagnés. Mais malheureusement, ils n'ont pas la chance que ces gens qui ont Bac+, ont, pour étudier le marketing, la logistique, la distribution, le merchandising, la communication, la gestion des stocks, j'en passe. Donc ce sont des entrepreneurs qui ne maîtrisent pas la démarche entrepreneuriale, je vais dire. Donc je me suis dit, il faut qu'on les aide. Parce que les étudiants qui sont dans les business schools, ils terminent leur formation. Aujourd'hui, il y a même des écoles qui en font un slogan « Apprendre pour entreprendre ». Ils ont la chance de suivre les cours de mes collègues Fall, Koulibaly et Gueye. Mais est-ce qu'on doit oublier ces Sénégalais qui entreprennent? Est-ce qu'on doit les laisser faire ce qu'ils veulent, échouer? Non. Donc, il faut qu'on les aide. Maintenant, comment peut-on les aider? Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, le digital est un moyen qui permet à tout le monde d'apporter quelque chose à son prochain. Nous sommes 15 millions de Sénégalais. Il y a une faible minorité qui a la chance de suivre les cours des collègues professeurs, mais il y a une grande majorité qui n'a pas cette chance-là, qui ne parle même pas le français, qui ne peuvent même pas manipuler une tablette. Peut-être qu'ils savent manipuler une tablette, mais ils ne savent pas lire le contenu. Donc, je crois que côté digital, nous devons également apporter notre pierre aux projets qu'ils sont en train de développer, tout simplement en leur apportant des contenus utiles. Je parle bien de contenu utile comme vous êtes en train de faire au niveau de votre télévision. Un contenu qui permet à un marchand de savoir comment il communique, comment il vend, comment il négocie, donc comment il entreprend. Voilà un peu l'apport, surtout de l'éducation au digital. Mais tout ça, on doit le faire également dans les langues nationales. Donc nous le faisons en français, en Serer, en Diola, en Bambara, avec l'appui de plusieurs collègues qui nous aident dans ce sens-là. Et je crois que les collègues même vont venir pour qu'on essaie ensemble de développer ce projet de digitalisation-là. Donc aujourd'hui, avec le digital, nous pouvons aider les Sénégalais, tous Sénégalais, à mieux faire ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un peu le projet, ce projet-là sur lequel nous sommes en train de travailler. On aura l'occasion de revenir sur ça. À vous suivre déjà, je vois qu'il y a beaucoup d'enjeux, n'est-ce pas, autour de ce secteur, autour du digital. Parce que de plus en plus maintenant, vraiment tout se digitalise. Maintenant, professeur Diallo, comment on peut un peu revenir sur les enjeux? Parce que c'est important aussi qu'on revienne sur les enjeux, sur les tendances, pour que les gens sachent exactement qu'avec ce phénomène de la digitalisation, il y a des opportunités à prendre. Et comment maintenant faire vraiment pour éclaircir cela, pour que tous ces jeunes-là, entrepreneurs, puissent savoir qu'avec le digital, ils peuvent quand même faire beaucoup de choses. Tout à
fait. Moi, je pense en fait, donc là, je rebondis sur les propos en fait de M. Seck. Je suis totalement d'accord avec vous. Il faut absolument qu'on change de logique. Je pense qu'en fait, il y a tout un travail à faire sur la conceptualisation même de ce que c'est le digital, de ce que c'est l'entrepreneuriat. Je pense qu'en fait, on a pris des concepts de l'Occident, on n'a pas su les adapter au contexte local. Et ce que vous êtes en train de faire, parce que là, c'est vraiment une initiative que tous les pouvoirs publics devraient soutenir aujourd'hui. Si je prends l'exemple de la France, aujourd'hui, vous avez des initiatives avec des écoles type Station F, voilà, qui ont été mises en place, qui permettent finalement d'aller chercher des jeunes qui n'ont pas eu le bac, qui n'ont pas eu la chance, donc du coup, d'avoir le bac et d'aller dans les grandes écoles, d'aller dans les grandes universités, de pouvoir avoir en fait une bonne formation. Et là, on se rend compte que finalement, c'est des gens qui sont parfois très compétents. En quelques mois, on les forme, ils deviennent opérationnels. Et parfois, ils sont même aussi ou plus même compétents que des ingénieurs qui ont un bac plus 5, qui ont fait un bac plus 5. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait eu un changement de logique dans la façon de former les gens. Il faut peut-être, et là c'est le professeur des universités qui vous le dit, qu'on donne un peu moins d'importance au diplôme et plus d'importance à la pratique, à l'aspect pratique. Ça c'est important. Tant qu'on n'est pas capable de mettre en place un tel système, je pense qu'en fait, en termes de développement, on va avoir du digital, on va faire de l'entrepreneuriat, mais cela ne va pas créer de la valeur. Ça veut dire qu'en fait, clairement, cela ne va pas servir à grand-chose. En termes d'enjeux, donc il y a un premier enjeu qui me semble, en même temps, c'est enjeu et tendance, qui me semble en fait très important au niveau en fait des entreprises. Ça veut dire qu'en fait, très clairement, pour une entreprise qui veut se mettre dans le digital, qui veut entreprendre, créer de la valeur via le digital, le premier élément, c'est quel est le besoin. C'est-à-dire quel est le besoin, quelle est ma stratégie, qu'est-ce que je veux faire. Parce que si c'est juste utiliser l'outil pour l'utiliser, on est dans ce qu'on appelle la gadgetisation. On va juste en fait utiliser l'outil comme un gadget. Ça veut dire que très clairement, vous avez des phénomènes type, vous avez des salariés qui passent en fait leur vie sur WhatsApp, sur YouTube, mais ils ne sont pas en train de travailler. Dans ce cas-là, on est en train donc du coup d'entreprendre, on est en train d'utiliser le digital, mais on ne crée pas de la valeur. Et cela ne sert absolument à rien. Donc je pense qu'en fait le premier enjeu c'est ça, c'est que voilà, quand je mets en place une stratégie, quelle est ma stratégie, quels sont mes besoins. Peut-être que j'ai pas besoin de tout pour le digital, j'ai besoin d'un aspect spécifique. Et dans ce cas-là, je définis ma stratégie et donc du coup je vais utiliser l'outil qui me permet d'atteindre mon objectif stratégique au niveau de l'entreprise. Ça c'est le premier enjeu qui me semble très important. Deuxièmement, mais est-ce qu'ils ont souvent aussi l'information pour la bonne utilisation un peu? Oui, mais je pense que la question de l'information, finalement, c'est le deuxième point que je voulais développer. C'est aussi la question de la formation et de l'éducation, de l'accompagnement. Parce que peut-être que le chef d'entreprise n'a pas eu la possibilité d'être formé au digital, de connaître les enjeux du digital, mais il appartient peut-être à nos établissements, à la fois privés et publics, aux collectivités. Quand je dis aux collectivités, c'est l'État, de mettre les programmes qu'il faut pour accompagner, pour former. Et d'ailleurs, même dans la formation, et là encore une fois, je vous rejoins, il y a aujourd'hui des outils. Moi, il y a juste quelques jours, je suis allé donner un cours en fait sur ce qu'on appelle le e-learning. Aujourd'hui, via le e-learning, via le digital learning, on peut tout à fait améliorer les compétences, faire en sorte qu'il y ait une montée en compétences du personnel. Et tant qu'on n'est pas capable de faire ce genre de choses, très clairement, on va utiliser du digital, mais on ne va pas créer de la valeur. Donc ça, c'était vraiment le deuxième élément qui me semblait être l'élément cardinal, c'est la formation. Ensuite, troisième élément, qui me semble aussi très important, c'est l'impact sur le management des équipes. Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui vont utiliser le digital en se disant qu'il y a des opportunités. C'est très bien, mais est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement en interne, au sein même de l'entreprise? Parce que ça pose des problèmes et il faut en parler. Et d'ailleurs, même nous, en France, on est quand même confrontés à ce problème qui est finalement la cohabitation entre des jeunes qui sont plus ou moins nés dans le digital, ce qu'on appelle les digital natives, et des adultes qui ne maîtrisent pas forcément le digital, ce qu'on appelle les digital immigrantes parfois, on les appelle comme ça. Et en interne, ça crée des conflits. Ça veut dire en fait très clairement, jusqu'ici, c'était plutôt la personne qui a de l'expérience, ça veut dire la personne la plus âgée, qui apprenait à la personne qui arrive dans l'entreprise en fait comment faire les choses. Aujourd'hui, ce qui se passe en fait, c'est que les rôles sont inversés. Le jeune qui arrive, il a les compétences en termes de digital, ça veut dire qu'en fait, dans certains moments, il faut qu'il forme la personne qui est le plus âgée. Et là, je touche en fait un aspect qui concerne notre culture.
Parce que culturellement, chez nous, c'est très problématique qu'un jeune vienne enseigner, former, donner des leçons à des personnes qui sont plus âgées. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'en fait, en interne, si l'entreprise n'est pas capable de mettre en place une stratégie, de mettre en place une solution, une stratégie d'accompagnement, cela va créer des conflits en interne. De management des équipes, ça va créer en fait des blocages. Ça veut dire que très clairement, il faut vraiment mettre en place des solutions type apprentissage croisé. C'est-à-dire en fait, il faut vraiment qu'il y ait tout un programme d'accompagnement en disant le jeune qui arrive, il peut accompagner la personne plus âgée à maîtriser un certain nombre d'outils du digital pour pouvoir améliorer la performance de l'entreprise. Et quand je dis entreprise, c'est pas juste en fait au sens économique du terme, ça peut être aussi les collectivités. Ça peut être aussi, si vous allez aujourd'hui en fait... Les initiatives que les gens peuvent développer. Voilà, tout à fait. Quand vous allez aujourd'hui en fait dans des collectivités comme dans une mairie, vous voulez aller chercher en fait un document officiel, il est clair que le jeune qui est formé dans le digital, il va avoir beaucoup moins de mal en fait à aider en comparaison à la personne qui était là. Et si la collectivité n'a pas mis en place une stratégie pour accompagner, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment du collaboratif à l'intérieur de la structure, cela va poser des problèmes. Donc du coup, je pense que voilà, c'est quelques enjeux. Après, peut-être que je vais, je vais revenir sur d'autres. Parce que je pense que vous avez quand même développé en tout cas des points qui me semblent qui sont en fait très importants et je pense qu'on a même aussi des efforts à faire à ce niveau. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on pouvait gagner encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de temps, n'est-ce pas, en essayant un peu de revoir un peu le fonctionnement même de certaines de nos entreprises. Peut-être ça, on aura l'occasion. Oui, à votre suite, Dr Coulibaly. C'est vrai, il a beaucoup parlé des enjeux. Dans votre premier développement aussi, vous avez un peu évoqué un certain nombre de multinationales, quelque part qui plus ou moins orientent le monde. J'ai bien aimé votre formule GAFA, peut-être pour parler de Google, je pense, Amazon, Facebook et Apple. Je pense que quand même, ça aussi, il faut dire que, mais comment nous, surtout dans nos économies africaines, on peut quand même se baser sur l'expérience développée par ces multinationales-là, les réussites de ces multinationales-là, pour vraiment les utiliser, vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre même de nos initiatives locales. J'aimais bien une formule du président Abdoulaye Wade qui disait « On ne se nourrit pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on a digéré ». Donc ça veut dire que ces entreprises-là, elles ont un business model ou un business digital qui est intéressant, mais on n'est pas obligé de tout prendre. Tout à l'heure, le professeur Maïfal disait, il faut parfois savoir tropicaliser, mettre à la sauce africaine. Et donc c'est parfaitement possible. Mais un peu pour revenir sur les enjeux, moi je vais me permettre de prendre l'exemple que j'ai donné récemment au Cameroun où je suis allé animer un séminaire sur le digital dans les entreprises. Et la première question qui m'a été posée par le directeur général, docteur, c'est quel est l'enjeu du digital pour nous? Et j'ai dit à toute la salle, on était 14, vous me suivez, on sort. On sort de la salle, on va traverser la rue. Et en traversant la rue, je dis stop, on s'arrête. Ici, on regarde qu'est-ce qui se passe. J'ai voulu leur faire comprendre que regardez, vos clients, ils sont là. Tous vos clients aujourd'hui sont quasiment smartés. Smartés, ça veut dire qu'ils ont un smartphone. Ils sont aujourd'hui des clients qu'on va considérer comme des clients qui ont besoin de confort, d'immédiateté. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans le monde de l'immédiateté. Tu veux une réponse tout de suite et tu l'as tout de suite. On est aussi rentré dans le monde, ce que je disais, de la disponibilité du produit. Ils veulent un produit tout et tout de suite. On n'a plus besoin d'attendre un produit pendant 3 ou 4 mois. Et on va prendre l'exemple de ces discours en Afrique qui a échoué parce que la disponibilité était un peu trop longue, etc., etc. Et je leur ai dit, maintenant, on peut remonter pour comprendre. Et quand je suis remonté, je lui ai dit, est-ce que vous avez compris les enjeux du digital? Ils m'ont dit oui. Les enjeux du digital, c'est parce qu'aujourd'hui, sociologiquement, le monde a évolué. Les clients ont évolué. Donc les entreprises sont obligées, bien obligées, de faire avec. Et donc c'est ça, pour moi, l'enjeu principal, de comprendre qu'il faille faire une politique de digitalisation pour toutes les structures. Et comme pour revenir sur ce que disait aussi le professeur Befat, et même au niveau étatique. Au niveau étatique, aujourd'hui, c'est quasiment impressionnant pour avoir une pièce d'identité ou pour avoir, je sais pas, un permis de conduire ou pour avoir même un papier, un passeport ou même les bulletins de naissance, que je sois obligé d'aller à la mairie pour attendre toute une journée. Alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être digitalisées, numérisées pour avoir l'objet, le produit à l'instant T. Et voilà, donc pour moi, l'enjeu, c'est d'abord le comportement du consommateur, l'individu, les clients. Et là, vous avez touché quand même des secteurs vraiment importants qui nécessitent quand même vraiment d'être révolutionnés. Hein. Parce que je pense que les gens perdent beaucoup de temps
J'en parlais il y a quelques jours. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite, par exemple, dans les zones nord, par exemple, du Sénégal, que ce soit au Fouta ou bien en Casamance, qui est obligé souvent de se déplacer pour aller chercher en fait un extrait de naissance. C'est impressionnant. Ça aussi, ça pose problème. Combien de temps les gens perdent? C'est impressionnant. Hein, récemment aussi, quand il fallait peut-être changer les permis de conduire ici, les gens, il fallait prendre une journée entière. C'est actuellement, c'est en cours. Non, il a fallu à des gens, dont moi-même, de prendre toute une journée pour un peu faire toutes les démarches. Et je pense que déjà, ce que vous venez d'évoquer là... C'est une perte économique énorme. Voilà. Donc je pense que quand même ça, ça montre que aussi... Mais ça montre quand même que déjà, il nous reste encore à comprendre. Oui. Ici, comme les enjeux de la digitalisation. Je pense qu'on a compris, on n'est pas encore sensible à ces choses-là. Et pour revenir sur la question de M. Pas la question, mais je veux dire la préoccupation de Macky, former les autres. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, le marketing n'est pas adossé à une classe bourgeoise. Le marketing, c'est pas seulement pour les grosses structures. Le marketing, je dis souvent à mes gens, pour moi, c'est le plus vieux métier au monde. Tout le monde fait du marketing avec 0 franc CFA. C'est possible. Et donc, d'ailleurs, je tiens à te féliciter pour ton projet de démocratisation, même de popularisation du marketing. Et ça, c'est important. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir le moindre sou pour faire du marketing parce que les dispositifs digitaux sont là. On peut voir aujourd'hui avec WhatsApp, on peut voir avec la marketplace Facebook. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire aujourd'hui grâce à aux techniques, on va dire, aux outils digitaux. Parfaitement. Oui, la même oui. doit savoir que le comportement même du consommateur a changé. Oui, il a évolué. Là, vous l'avez évoqué, le consommateur ne veut plus se déplacer. Nous sommes en phase de client full digital. Un client full digital, il veut rechercher l'information en ligne et acheter en ligne. C'est vrai qu'il y a toujours des clients qui veulent aller en magasin, rechercher, négocier, mais de plus en plus, les gens n'ont plus ce temps-là. Et comparer. Et là, je crois que l'entrepreneur doit être conscient de cela. Il doit aller tout droit vers le digital. Et quelle est l'importance du digital pour l'entrepreneur? Ça commence d'abord par l'étude de marché. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'utiliser les études de marché classiques. Rien qu'en regardant le comportement des consommateurs sur les forums, sur les sites, on collecte une masse importante d'informations utiles à la connaissance du consommateur, utiles à la prise de décision, utiles également à la conception d'un produit adapté aux attentes des consommateurs. Ça, c'est très important. Il faut déjà qu'on sache utiliser l'Internet pour connaître le consommateur, ensuite faire une bonne offre et enfin pour communiquer, je crois qu'on parlera tout à l'heure de la communication, comment utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser Internet pour communiquer de façon plus économique avec les médias classiques. Oui, allez-y, bien sûr. Bien sûr oui. Important qui va dans le même sens. Je prends le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, un vrai enjeu, le domaine agricole, qu'on a oublié. Quand je regarde bien dans les politiques de développement, les agriculteurs, on les a oubliés. Et regardez juste en fait parmi les pays développés, quel est le pays qui n'a pas un système agricole sophistiqué, quel est le pays qui ne sait pas, qui fait tout en fait pour pouvoir en fait nourrir sa population dans un premier temps. Mais nous, on a sauté cette phase, cette étape-là. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au digital, on est tout à fait capable de redynamiser le secteur agricole. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser des systèmes intelligents pour pouvoir accompagner l'agriculteur, pour pouvoir lui permettre en fait d'augmenter sa productivité agricole et de pouvoir mieux gagner sa vie et de rester en fait dans son village et de ne pas venir en fait à Dakar, sauf sachant qu'on connaît tous les problèmes que ces gens en fait qui vivent dans les villages quand ils viennent à Dakar en termes de logement, de transport, etc. qui vont se poser. Alors qu'on sait que grâce au digital, on peut aujourd'hui le faire. On peut leur permettre tout ce qui est arrosage, tout ce qui est contrôle de la maturité en fait des plantes. Aujourd'hui, il y a des systèmes intelligents qui peuvent monitorer, qui peuvent tout à fait gérer tout cela, qui peuvent accompagner, aider ce paysan-là à mieux produire et à mieux vivre en fait du fruit de son travail. Et donc du coup, je pense que là aussi, c'est vraiment une opportunité. Ça va dans le même sens que tout ce que vous dites. Parfaitement. Maintenant, je pense que vous avez quand même pu montrer qu'il y a quand même des enjeux énormes dans ces secteurs, mais on voit que toujours ça pose problème quelque part. Ça veut dire que c'est comme si on a toujours des problèmes pour en profiter, pour vraiment tirer en tout cas les opportunités qu'il y a autour de ça. Mais où est-ce que vraiment ces quels sont réellement les obstacles qui nous empêchent, en tout cas à l'image en tout cas des pays qui commencent vraiment à régler quand même ces questions-là via le digital. Quelles sont réellement les contraintes ici en Afrique
concernant un peu le développement de la digitalisation? Moi, je pense qu'en fait, il y a plusieurs types de contraintes. Il y a par exemple les contraintes de nature financière qui se posent, mais là, c'est partout, hein, que ce soit en Occident ou en Afrique. Ce sont des contraintes qui se posent, donc je ne vais pas développer davantage sur ça, ou sinon je vais laisser la parole à mes collègues hein, s'ils veulent développer sur ça davantage. Mais il y a un certain nombre de contraintes qui me semblent être des contraintes vraiment très, très importantes. C'est les contraintes en fait psychologiques et socioculturelles. Psychologiques. On est dans un modèle en Afrique, de manière globale. Hein. L'idée, c'est que je vais faire les études, je vais obtenir mon diplôme, on va me donner du travail, je vais être dans un bureau pour signer des papiers. Ça, c'est le modèle classique en Afrique, hein, que ce soit au Sénégal ou dans les autres pays où j'ai été, hein, parce que j'ai fait pas mal de pays, hein, Algérie, Cameroun, etc., pas mal de pays d'Afrique, mais au final, je rencontre en fait les mêmes types en fait, de comportements. Ça veut dire qu'en fait, dans la façon même de voir les choses, on n'est pas entrepreneur. On n'est pas suffisamment orienté, pratique, orienté digital. Et ça pose un problème. Je pense que le premier frein, c'est ce frein psychologique. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de notre tête, qu'on doit aller faire un bac plus 5, un bac plus 3, et par la suite, on nous donne un travail. Là, il faut vraiment être ce qu'on appelle un agent économique. Hein. Et on en a. Si vous regardez en fait, ce qu'on appelle en fait les baol-baol. Voilà, quand vous allez en fait vers les Diourbel, Mbacké, etc., même ici à Dakar, hein, vous les avez, on les appelle. Je le dis dans le sens vraiment positif, hein, je ne le dis pas dans le sens péjoratif. Parce que pour moi, c'est pas du tout, il n'y a pas de péjoratif, il n'y a rien de péjoratif dans baol-baol. Nous même profiter de ce qu'ils ont exactement pu développer comme... Et le problème, et là je reviens toujours à votre initiative, à votre projet, finalement, de former des gens qui n'ont pas fait les études, c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'en fait, on a des gens qui sont des agents économiques, qui entreprennent, mais qu'on oublie, on les oublie. Finalement, ils ne sont pas valorisés dans la société, en fait, de manière globale. Je vais donner un exemple qui me semble important. Le transport. Prenez l'exemple de Ndiaga Ndiaye. Alors, moi, je suis originaire, en fait, de Darou-Moussi. Ndiaga Ndiaye, il est de Darou-Moussi. Quand j'étais petit, on parlait que de Ndiaga Ndiaye. Mais Ndiaga Ndiaye, qui est plus grand entrepreneur que Ndiaga Ndiaye au Sénégal. Et pourtant, quand je regarde les programmes de formation, que ce soit université ou école privée, dans quel établissement, dans quelle école on va parler de Ndiaga Ndiaye. On va parler de son cas. Dans quelle école on va faire des études de cas pour étudier son cas. Dans quel établissement, dans quelle école vous allez voir des anciens chercheurs écrire, aller faire des recherches sur lui pour écrire, pour laisser une trace. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué le Sénégal à telle enseigne que son nom est devenu une marque. Son nom est devenu ce qu'on appelle le branduit. Le branduit, c'est la marque. Ça veut dire que là, aujourd'hui, quand vous parlez des cars rapides, on veut dire les cars Ndiaga Ndiaye. Voilà, son nom devient même une marque. Et donc, du coup, moi, sincèrement, ça me fait très mal de voir aujourd'hui que des gens comme lui, finalement, ne sont pas valorisés. On va prendre des milliards qu'on va mettre en fait dans des arènes pour la lutte. Ok, c'est très bien. Et ça sert à quoi après? Est-ce qu'on va manger avec la lutte? Il y a des millions qui circulent, mais qu'est-ce que ça crée comme emploi? Est-ce que ça va aider les jeunes? Ben non, je suis désolé, non. Par contre, si on met cet argent-là à former les jeunes, valoriser notre patrimoine, parce que quand je parle de Ndiaga Ndiaye, c'est notre patrimoine culturel. Et pour moi, tant qu'on n'a pas résolu ce facteur-là, bah, peut-être que tout le reste, c'est un facteur financier, etc. et tout, voilà, ça ne sert à rien. Parce que même si on a les financements et que psychologiquement, on n'est pas dans une logique d'adaptation des concepts, de mise en valeur de l'expertise locale, des entrepreneurs locaux, bah, je pense qu'on a un problème. Et pour moi, c'est le premier facteur. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le soin de prendre le temps de développer en fait sur ce secteur. Après, il y en a d'autres, mais... Avant Dr Koulibaly, j'aimerais revenir sur M. Seck, hein, sur quand même le concept déjà du modèle économique des baol-baol. Parce que ça aussi, c'est important. Moi, je pense que nous devons partir quand même de nos propres modèles, essayer de voir comment les améliorer pour que vraiment ça puisse, quelque part, servir davantage. Mais nous sommes, en fait, depuis longtemps, on importe des modèles. Mais ça ne donne rien en termes vraiment d'impact, parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème d'adaptation? Parce que des modèles en fait que nous avons essayé d'utiliser, en tout cas jusque-là sur le plan économique, en laissant vraiment en rade des réussites, des cas de réussite, comme vous l'avez dit, Ndiaga Ndiaye, Mayoro Fall, d'autres Sénégalais, qui vraiment, à partir de zéro, sont vraiment ont pu quand même quelque part mettre vraiment dans un secteur donné, en tout cas, un exemple vraiment qui peut servir de réussite. Ça va être juste petite précision, c'est que très souvent on parle en fait de l'obstacle financier. Et là, finalement, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'ils sont partis de rien. Voilà, l'État ne leur a pas donné un financement, l'État n'a pas mis en place un fonds pour les financer. Hein. Et pourtant, ils sont devenus ce qu'ils ils ont réussi. Quelqu'un comme Bokar Samba Dièye, il a été marchand ambulant. Pareil, Bokar Samba Dièye, pareil, un autre exemple.
Ça veut dire que voilà, si on n'est pas capable de valoriser en fait ces entrepreneurs qui sont vraiment des vrais entrepreneurs, si on n'est pas capable de les valoriser, de prendre leur exemple, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on va aller prendre en fait importer des modèles qui nous viennent de l'extérieur et finalement qui ne sont pas adaptés au contexte local. Et on a des modèles qui ont marché avec toutes ces personnes qu'on a citées, mais on n'est pas capable finalement d'utiliser ces gens-là, d'aller vers eux, d'aller déjà recueillir leur savoir. Parce que ça aussi, c'est une chose. Parce que ces gens-là ont accumulé tellement d'expérience, tellement de savoir, de connaissances, mais on n'a même pas pris le soin d'aller dire on va aller faire des entretiens, des interviews pour capitaliser, pour immortaliser leurs connaissances, de documenter cela pour que la future génération les chercheurs également ont un travail important à faire dans ce domaine. Les anciens chercheurs, moi je lance un appel à mes collègues enseignants chercheurs, allez faire des travaux sur Ndiaga Ndiaye, sur Bokar Samba Dièye, c'est important. C'est important. J'ai appris beaucoup de ventes dans les livres. Mais ce que j'ai appris avec les ball-ball, je ne l'ai jamais appris dans une école ni dans un amphi. C'est sur le terrain, avec les ball-ball, que j'ai appris la vraie vente. En fait, moi, je me dis que les ball-ball ont réussi. Partir de zéro, avoir des millions, ça c'est une réussite. Mais qui a échoué? Ce sont les intellectuels qui ont échoué. Je m'explique. Le ball-ball, il a sa petite boutique, il se débrouille jusqu'à avoir un billet d'avion, il va en Italie, en France, commence à réinvestir dans son pays. Il nourrit sa famille, aide ses neveux pour qu'ils démarrent une activité. Nous qui sommes restés ici, qu'est-ce qu'on a fait pour que ces gens qui sont restés avec nous maîtrisent ce qu'ils font? Je crois qu'on devait quand même faire des efforts pour que les gens là, à qui on donne de l'argent, à qui des parents remettent de l'argent, qui font du transport. Ndiaga Ndiaye n'a pas eu cette chance-là qu'un jeune ball qui a été aidé par son oncle qui lui envoie 50 millions pour qu'il démarre. Ndiaga Ndiaye n'a pas eu cette chance-là. Bokar Samba Dièye n'a pas eu cette chance-là. Je crois que c'est nous autres qui avons fait les bancs, qui devons aider ces jeunes qui sont restés là au Sénégal à apprendre comme les professeurs l'ont dit. Ne pas seulement limiter la formation à ceux qui ont un bac plus, mais également démocratiser l'enseignement. Aujourd'hui, le digital nous le permet. Avec le digital, je crois que tout le monde peut étudier, mais également, il faut aussi qu'eux aussi, qu'ils fassent des efforts. Parfaitement. Passer tout mon temps sur WhatsApp, sur Facebook, regarder des vidéos, on peut aujourd'hui utiliser, il y a un web utile. Il y a un web utile. Surtout ça. Autre chose, les entrepreneurs du web, il faut quand même qu'ils nous développent des applications en Serer, en Wolof, en Diola, de telle sorte que la maman qui parle Diola à Ziguinchor, si elle a besoin de savoir comment on fait une comptabilité, comment on fait un journal, comment on ouvre un compte, comment on cherche des papiers administratifs, au moins qu'elle puisse avoir une application qui lui facilite cela. Je crois également c'est un chantier que les développeurs web doivent essayer de manière générale, les chercheurs, qu'ils soient des informaticiens, des marketeurs, vraiment des gestionnaires économistes, qu'ils développent des applications. Il faudrait vraiment qu'on essaie un peu d'adapter nos connaissances au contexte local, pour vraiment un peu contribuer. Il a dit Google aujourd'hui, s'il développe une application, une langue, il le fait selon les segments. On va commencer par la langue la plus parlée, ainsi de suite, mais on ne va pas commencer par du Bambara. Mais ici, ce sont les Sénégalais qui doivent faire des efforts pour qu'il y ait des applications qu'on puisse manipuler avec le Wolof. Parfaitement. Voilà. Ça, j'aurai l'occasion de faire venir même les informaticiens pour les interpeller sur la question. Docteur Koulibaly, oui. La question sur cette myopie, parce que si je comprends bien, cette myopie, on a les enjeux là, le terrain là, et l'impression que nos entreprises sont myopes, où ils ne voient pas ce qui se passe. Moi, j'ai deux explications qui rejoignent un peu les interventions de mes collègues. Première chose, il y a l'État, il y a aussi les entreprises, ce que j'appelle la théorie des 2 E qui sont défaillants. Pourquoi l'État? Parce que l'État n'a pas su assurer, accompagner, gérer. Et qu'il y a quelque chose aussi qui est important quand on parle d'entrepreneuriat, la notion d'assurance. Je prends souvent un exemple, un ami qui me disait, boy, je m'en fous, je rentre au pays, je vais investir, je ne cherche pas à calculer l'État. Je lui disais, attention, c'est un peu sensible, il me dit, j'y vais, je m'en fous. Il ouvre un grand magasin, mais hyper sophistiqué avec ça, avec tous les moyens qu'il avait avec ça. Un jour, il y avait un match de foot nawetan,
j'ai rien contre Navetan. À la fin du match, ils sont venus, il y a eu ils sont venus, ils ont tout cassé. Parfaitement. Et là, je dis, est-ce que tu as des assurances? Il me dit, il n'y a pas d'assurance au Sénégal. Je dis, mais voilà un premier problème. Donc ça veut dire que quand tu veux investir, tu as besoin d'être accompagné par des structures comme l'État. Parfaitement. Deuxième élément aussi, c'est les entreprises. Je pense souvent, j'ai beaucoup de respect pour les Bokar Sambadiaye, pour les Niaganyay, etc., etc. Mais sauf que ce sont de très bons entrepreneurs locaux qui ont décidé, je ne sais pas s'ils ont décidé ou pas, de rester purement local. Ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, dans tous les pays au monde, on a des familles comme Peugeot, des familles comme Jacuzzi, des familles comme Louis Vuitton, des familles comme Hermès, qui nous ont imposé, qui nous ont quasiment colonisés. Et nous, dans notre sens, on a des familles qui sont restées locales, qui n'ont pas su aller au-delà. Et donc ça également, c'est une erreur, une sorte de myopie qu'il faut voir et qu'il faut aujourd'hui changer. Et heureusement que ça peut changer grâce à Internet, grâce à la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, son cours qu'il fait sur le marketing digital, sur le web digital, je suis heureux, je retourne en France la semaine prochaine avec mes étudiants, on verra un cours qui sera fait par un Sénégalais, dans un contexte sénégalais, par des étudiants tout bas. Et ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, les entreprises, les anciens, n'ont pas pu peut-être bénéficier de cet avantage concurrentiel, mais il faut que les nouveaux aujourd'hui comprennent que le marché n'est plus un marché local ou un marché régional, c'est désormais un marché mondial. Parfaitement. Et là, quand même, ça nous permet de rebondir un peu sur la situation de notre secteur privé. Là aussi, il y a un problème de dynamisme aussi, hein, parce que tout ce que vous êtes en train de développer là, il faudrait qu'il y ait un secteur privé fort qui puisse quelque part essayer un peu de s'ouvrir et également de s'imposer aussi sur le marché international. Professeur Diallo, qu'est-ce que vraiment vous pouvez ajouter? Oui, mais je pense que c'est vraiment une question clé. Hein. Après, maintenant, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'exemples. Si vous prenez par exemple le groupe Mboup, CCBM. Voilà, CCBM. Donc là, je pense que c'est quand même un très bon exemple où vous avez eu à la base quelqu'un qui était entrepreneur, qui n'a pas forcément fait des études, etc. Et tout, mais par la suite, la famille, les enfants ont repris le concept, l'ont développé, l'ont modernisé, sont allés chercher des grandes marques comme Samsung pour mettre en place en fait des partenariats type franchise, là, etc. Je pense que donc du coup là ça pose vraiment en fait la question finalement de la transmission intergénérationnelle. Ça veut dire qu'en fait c'est très bien donc du coup d'avoir un concept, de développer un concept, mais il faut à un certain moment peut-être impliquer la famille, mais cela suppose encore une fois, on en revient toujours à la question clé qui est la question de l'éducation, de la formation. Ça veut dire qu'à un certain moment il faut former les jeunes, il faut les envoyer aller dans les meilleures écoles, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, aller prendre le meilleur en fait, donc finalement ça rejoint ce que tu dis, hein, parce que l'idée c'est vraiment d'être à la fois dans du local, dans du global, parce que quand on n'est pas, le problème en fait, quand on se focalise uniquement sur le local, à un certain moment vous allez avoir des acteurs globaux qui viennent, qui vous tuent. Mais qui vous tuent. Hein. Là, et la menace, elle est là. Voilà, là, il y a juste, en fait, je ne vais pas citer l'entreprise parce que c'est une entreprise que j'accompagne en fait en France en consulting. Qui est une entreprise qui est spécialisée en fait dans le jardinage et qui n'est pas encore en fait vraiment dans le digital parce que cette entreprise a des points de vente qui sont basés dans les villages. Et comme dans les villages, la plupart des gens ne sont pas, c'est des personnes âgées hein, qui ne sont pas forcément en fait dans le digital. Là, eux, ils se disent pour l'instant, c'est pas une question clé qui se pose parce que notre clientèle, voilà, elle n'utilise pas trop le digital, etc. Et tout. Je leur ai dit, voilà, juste un exemple. Aujourd'hui, le jardinage, en fait, pour tondre un gazon dans une maison, on va utiliser en fait une tondeuse. Donc c'est des machines qu'on vend qui coûtent assez cher, etc. Et tout. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle les drones, donc du coup c'est système intelligent. Donc ce sont des appareils hein, qui peuvent être pilotés depuis l'Europe, depuis les États-Unis, etc. Et tout. Grâce en fait à des drones, demain, des sociétés comme Amazon, comme Google ou autres, vont être capables en fait de développer des drones qui vont s'occuper de tondre en fait le gazon. Et ça veut dire que c'est depuis les États-Unis que cet acteur global va envoyer un appareil qui va aller faire en fait, qui va aller tondre en fait le gazon. Et dans ce cas-là, vous n'allez plus vendre une seule tondeuse. Et là, c'est tout le monde qui vous dit, bah oui, on n'avait pas vu les choses comme ça. On n'avait pas vu les choses comme ça. Donc du coup, c'est très important. Donc du coup, finalement, d'être dans cette logique à la fois le local et le global. Donc du coup, d'adapter le concept et en même temps d'aller chercher le meilleur en fait de ce qui se fait au niveau international. Hein. Et si c'est pertinent, il faut l'appliquer. Par contre, il faut absolument éviter le copier-coller. Hein, parce que le copier-coller, ça ne va jamais développer l'Afrique. Mais Laïbam, si on suit le professeur Diallo, est-ce qu'on n'a pas ici aussi quelque part, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité aussi des intellectuels, si je peux l'appeler comme ça, des chercheurs, notamment dans le secteur du marketing, de la logistique,
qui devait quand même un peu aider, en tout cas, tous ces opérateurs économiques-là, qui ont eu à faire quand même des efforts importants pour mettre des empires. Mais aussi, eux aussi, je pense qu'ils devraient aussi, quelque part, s'ouvrir un peu au milieu de la recherche, en tout cas au milieu de ces spécialistes-là. Est-ce qu'on peut créer des empires au Sénégal? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Moi, je dis que non. Monsieur Gueye se bat, développe son activité par des zéros, fait des milliards. Il meurt, le problème de la succession se pose. Il a parlé de Hermès, de Louis Vuitton, ce sont des entreprises qui ont fait des siècles. Et on n'a jamais eu de problème de succession. Et au Sénégal, tu es milliardaire, tu meurs, ça s'arrête. Et ça, c'est un gâchis. Ah, mais là, il faut déjà que ça soit réglé. Ouais, c'est pas maintenant qui peut trouver, qui peut régler le problème. Si tu le règles avec des textes, la culture, spiritualité. C'est que là, moi je dis le Sénégalais, tant que nous vivons avec cette mentalité-là, nous ne pourrons jamais développer des mastodontes. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Que les gens continuent les activités de leurs parents. Et essayer de développer. Mon père est parti de zéro, il a eu 1 milliard. J'ai de son milliard, j'en fais 100 milliards. Mais c'est comme ça qu'on se développe. Mais mon père est milliardaire. Moi, je me réveille à 18 h. Bon, je fais des vagues. Mais ce n'est pas comme ça. Aussi, il faut aussi que les parents, nos parents, arrêtent de faire une chose. Toi, tu es parti de rien, tu as eu 1 milliard. Tu as des enfants, automatiquement, tu les envoies à l'école. Je n'ai rien contre l'école. Mais s'il sait lire, écrire, il n'a qu'à revenir, continuer l'activité. Et là, on n'a plus besoin d'aller en France, d'aller en Chine. On peut rester ici, apprendre la langue de l'autre, apprendre les affaires. Également aussi s'orienter vers des secteurs en relation avec le business aussi. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, avec le digital, on peut savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On peut savoir les tendances. On n'a plus besoin de commanditer des études de marché, de payer des milliards aux professeurs de marketing pour qu'ils fassent des études. Il suffit seulement d'observer et de voir ce qui se passe en ligne. Nous sommes à l'ère des données. Parfaitement. Ces données-là peuvent être exploitées pour guider à la prise de décision. C'est important. Et maintenant, il faut quand même qu'on ait le minimum de bagages pour pouvoir interpréter ce qui se fait sur le web, ce qui se fait sur Facebook, etc. Parfaitement. Oui, c'est ça. Mais maintenant, là, vous posez, oui, allez-y. Aussi, même si je suis à Fongolimi, je suis à Kolda dans le Fouladou, dès que je suis sur Internet, j'ai une entreprise mondiale. Effectivement. Le lait, dès que je le propose sur Internet, là, je m'adresse à une cible globale. Et je peux rester ici au Sénégal et livrer. Parfaitement. Et peut-être bientôt, on pourra livrer dans les 4 coins du monde en moins de 24 heures, si ce n'est pas déjà possible. Là aussi, on doit aussi, côté logistique, là, bien sûr, pour dire que... Oui, c'est ça. Je pense que quand même, mais voilà, je pense que là où c'est intéressant maintenant, c'est essayer quand même de profiter un peu de cette digitalisation, quelque part pour comprendre même le retard qu'on avait. C'est possible. Comparé vraiment à des pays qui ont su développer, en tout cas certains modèles depuis très longtemps, le professeur. Tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, pour le digital, j'avais donné l'exemple en fait, de l'agriculture, mais je peux donner aussi l'exemple du commerce, où là, comme vous disiez, au final, on passe en fait beaucoup de temps à aller faire les courses, aller acheter au marché, ça prend énormément de temps, ou aller dans les grandes surfaces. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut, mais quand même, dans un premier temps, il faut, sur le plan logistique, au final, on en revient aussi à la question, en fait, de la logistique, de la livraison. Parfaitement. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait aussi des choses en fait, à ce niveau-là. Aujourd'hui, si vous prenez la France, même si ce n'est pas le même niveau de développement, mais c'est juste pour mettre en perspective, voilà, pour aller faire les courses. Aujourd'hui, moi personnellement, je fais ce qu'on appelle le drive. C'est-à-dire, c'est sur un site en, fait, en ligne, je fais les achats, je vais aller chercher, mais en 15-20 minutes, c'est bon, tout est fait.
Je fais tout, c'est quelqu'un qui fait les courses pour vous. Vous y allez, vous ouvrez juste en fait le coffre de la voiture, on vous met en fait les courses, vous partez. Le paiement, ça peut se faire en ligne. Vous gagnez vraiment un temps, beaucoup de temps. Ça veut dire que c'est en 15-20 minutes, les courses, vous pouvez les faire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, peut-être dans tous les pays d'Afrique, on ne peut pas adopter ce modèle, mais dans certains pays, on peut tout à fait imaginer avoir des solutions, peut-être pas exactement dans les mêmes modalités, mais en tout cas avoir des solutions qui sont tout à fait adaptées à l'Afrique, qui permettent en fait de gagner du temps. Et donc, du coup, ça veut dire en fait, très clairement, le digital peut tout à fait révolutionner en fait les pratiques dans le commerce. Deuxième exemple aussi qu'on peut prendre, le domaine de la formation. J'avais parlé tantôt l'exemple en fait du e-learning, du digital learning. Aujourd'hui, je pense que je suis tout à fait d'accord quand vous dites on n'a pas forcément besoin d'envoyer son enfant en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont basées au Sénégal, dans les régions, qui font vraiment de la bonne formation. Et surtout, on peut compléter, parce qu'on peut tout à fait aller faire sa formation, son diplôme dans une école, et compléter avec un certificat professionnel. Je parle bien de la certification professionnelle, et qu'on fait en ligne. Et dans ce cas-là, on a la double compétence. On a une compétence avec une école qui est sur place et qui vous donne vraiment les clés pour comprendre en fait les enjeux au niveau local. Et ensuite, toujours pour être dans cette dynamique en fait de local global, on peut compléter avec une certification, avec une structure d'enseignement qui est basée en fait aux États-Unis, à Londres, en France, etc., pour compléter. Et finalement, on est dans l'articulation locale globale. Donc, ça veut dire que finalement... Si je vous suis vraiment, la solution, Dr Koulibaly, c'est la formation en réalité. Mais aussi une formation quand même adaptée. Adaptée aux réalités locales, c'est important. Une formation adaptée et surtout bien pensée. Quand je dis bien pensée, c'est penser en fonction des contraintes locales, mais également des contraintes mondiales. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on a l'impression qu'en Afrique, je dis bien en Afrique globalement, qu'il n'y a pas une famille centenaire. Quand je dis une famille centenaire, une famille, comme je disais le mot empire, des parents qui ont créé une structure et qui continuent à vivre. On prend l'exemple des Mulliers. C'est depuis 1961. Alors, les Mulliers, c'est Auchan. Et au Mulliers, c'est Auchan, oui. Quand je dis Mulliers, c'est le groupe Auchan Décathlon. C'est 1961 et c'est la même famille qui gère. Et moi, par exemple, j'ai des étudiants de la famille Mullier, mais qui sont formés pour ce qu'on appelle l'école Mullier. Et c'est quand on est Mullier, on ne rentre pas n'importe comment dans la famille. Donc c'est important pour préserver. Mais par contre, il faut juste faire un bémol pour dire qu'au Sénégal, ça commence aujourd'hui à avoir, parce que la famille Sedima, avec Babacar Ngom, ça c'est l'exemple qui, effectivement, je pense qu'il est en train de développer et donc ça c'est quelqu'un aujourd'hui c'est un exemple qu'il faut encourager. Il faut encourager et surtout accompagner. Et ça c'est important. C'est développement international dans d'autres pays, etc. Voilà, et c'est fondamental. Et l'ouverture déjà sur l'international. C'est une fierté nationale. Et ça c'est une fierté nationale qu'il faut féliciter. Autre élément pour revenir sur ce que tu disais en disant que parfois on a l'impression que nous Africains, c'est vrai qu'on a du retard, mais comment faire pour gérer ce gap? Mais j'ai envie de dire, oui, il faut faire ce que j'appelle la théorie du raccourci. Quand je dis la théorie du raccourci, on n'a pas le choix. Nos grands-pères ne sont pas passés par Minitel, téléphone fixe, etc. Ils sont directement passés sur l'iPhone 6, l'iPhone 7. Ils ont fait un raccourci. Et nous également, stratégiquement, économiquement, financièrement, on peut prendre des raccourcis. Bon, par contre, pour prendre des raccourcis, il faut aussi avoir des garde-fous. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi des hommes d'État, des intellectuels, qui soient en mesure de réfléchir et de bien réfléchir. Mais je pense que c'est parfaitement possible aujourd'hui de bouger. Un pays qui s'appelle le Rwanda, un pays qui s'appelle le Ghana, sont des pays qui ont bougé. Le Kenya, que je dis. Oui, le Kenya. Ce Kenya, c'est aussi l'exemple, je pense, en fait, d'un pays d'Afrique qui a su mobiliser le digital, en fait, au service de son développement. Il y a un système qui s'appelle, c'est un peu l'équivalent de notre Orange Money, en fait. Mais eux, ils le font depuis très longtemps. Ça s'appelle M-Pesa. Ça s'appelle M-Pesa. Et avec le M-Pesa, aujourd'hui, ça représente, en termes de transactions, c'est un tiers. Dans le mobile banking. Oui, mobile banking. Un tiers, en fait, des transactions, cela représente un tiers du PIB en fait du Kenya. C'est énorme. Les transactions via en fait M-Pesa, c'est un tiers. C'est énorme. Ils ont démarré très tôt. Voilà, très tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train en fait, de se développer sur le marché local, régional, tout ce qui est Tanzanie, même en Inde. Et là, dernier élément en fait que j'ai appris tout récemment, ils ont un projet de se développer en Europe, dans les pays de l'Est. Intéressant. Dans les pays de l'Est. Et là, on a l'exemple typique d'une entreprise africaine, parce qu'à la base, c'est créé en Afrique, qui a su se développer sur d'autres marchés africains. Et par la suite, qui va aller exploiter le marché européen et peut-être demain le marché américain. On ne sait jamais. C'est un modèle qu'il faut encourager. Voilà, moi, ce type de modèle, c'est... Est-ce que par rapport à ce que vous voyez ici au Sénégal, il y a des possibilités un peu? Non, au Sénégal, pour le moment, il n'y a pas de possibilité parce que le Sénégalais ne croit pas aux Sénégalais.
Le Sénégalais ne croit pas. Il faut relativiser. Non. Il faut relativiser. En fait, il faut dire les choses, même si... On laisse argumenter un peu. Allez-y. En fait, le Sénégalais, il préfère aujourd'hui consommer un produit made in ailleurs qu'un produit made in Sénégal. Il préfère consommer un service venant d'ailleurs qu'un service sénégalais. Je ne vais pas faire de publicité. Il y a un transfert d'argent né au Sénégal aujourd'hui que les Sénégalais ont délaissé au profit d'une marque étrangère. Ce n'est pas normal. Mais si dont les bénéfices sont rapatriés ailleurs. Voilà, c'est ça. Il faut que le Sénégalais consomme sénégalais. Que le Sénégalais ait l'habitude d'aider son Sénégalais, l'Africain même. Mais où est la célèbre marque malienne qui habillait l'équipe nationale du Mali? On la voit plus, on la voit presque plus à la CAN. Ce sont les Africains qui devaient d'abord s'équiper avec cette marque. Oui, mais moi, je me permets juste de dire, attention, elle est où la place du consommateur dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai un restaurant sénégalais, en face j'ai un restaurant étranger, et je suis sûr que dans le restaurant sénégalais, ce sont mes mbokk sénégalais, il n'y a pas de souci, mais qu'on y mange très mal, c'est pas propre, il n'y a pas de service, il n'y a absolument rien. Je me permettrai simplement, et spontanément et naturellement d'aller dans le restaurant étranger. Là aussi, il y a et donc, la formation. Il doit faire l'éducation. Et je pense que c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Dans nos formations que nous faisons, aujourd'hui on forme même les gens au service. Et c'est ça qui manque au Sénégal, la notion de service. Le Sénégal et le service, il faut que les gens sachent offrir un bon service. J'ai un restaurant, mais l'accueil. C'est ça. C'est ça. La décoration. Ça veut dire que nous, quand le même, mobilier, mais si je vous suis bien un peu, il y a de ces domaines où les gens pensent qu'on n'a pas besoin de formation. On a besoin de se former. Alors qu'on est en train de perdre de grandes parts de marché en négligeant ces aspects-là. La question de l'accueil, la question de la réception. Aujourd'hui, la question, par exemple, de l'approche clientèle au niveau des entreprises, il y a beaucoup de lacunes. Énormément, il n'y a que des lacunes. Dans beaucoup d'entreprises sénégalaises, vous y allez, les gens ont des problèmes pour vous accueillir correctement. Moi, j'ai vu une banque où j'ai été accueilli par les vigiles, j'ai rien contre les vigiles, mais c'est le vigile qui me dit « Dieu, c'est ticket ngahar ». Et donc, chacun attend. C'est bien, mais bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu dans un de vos éléments où vous discutiez un peu avec les commerçants, quand vous disiez aux gens que vous ne devez pas dire non. Oui, mais c'est ça, oui. En marketing, on ne dit pas non. Voilà. Mais toujours la solution. Oui. Voilà. En fait, donc, là, ce sont des formations qui doivent suivre en communication. Voilà. C'est ça. Mais ils sont bons, les vendeurs. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, j'étais venu au Sénégal. C'était un vendredi d'ailleurs, à l'heure de la mosquée. Et donc, je suis sorti de la voiture et un vendeur a automatiquement montré la nappe de prière. Il m'a dit « C'est important. C'est un très bon slogan. C'est pas con, je me rends compte que je lui dis mais la fâche ñaata ngay jar mu ne ma jaayu ma ko amul njëkk dama koy wéccoo. Et tous ces éléments-là, c'est en marketing. Mais c'est en marketing. Donc ça veut dire qu'il m'expose le produit. Et c'est très fort. Voilà. Et combien ça coûte exactement? Il me regarde, il me dit ouais, je suis avec sa 4x4 bien habillé, voilà, profil psychologique. Il me dit l'homme de Barnayo. Et donc, juste pour dire, c'est des choses qu'on apprend en école de commerce et qu'ils développent dans la rue. Parfaitement. Et donc, c'est important aujourd'hui d'avoir des personnes comme Fall, comme Sec plutôt, Baba Sec, pour aider, pour formaliser ces choses-là. Et je dis, voilà un exemple de vendeur qui maîtrise des codes de négociation commerciale, mais qui n'a pas été dans les grandes écoles. C'est vrai que nous avons eu l'occasion vraiment de développer. Ce vendeur-là va faire du chiffre. Il va faire du chiffre, mais il ne saura pas comment gérer ce chiffre. Voilà, c'est ça. Comment gérer sa croissance. Là, il a besoin de l'appui d'un professeur de comptabilité. Parfaitement. Je pense que déjà à travers les échanges, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait continuer à développer, mais malheureusement, le temps qui nous a été imparti est terminé. Il ne me reste qu'à vous donner à chacun de vous 30 secondes pour le dernier mot. Non, mais en tout cas, voilà, merci pour l'invitation sur ce sujet qui est un sujet vraiment très très important. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le digital sont des leviers importants qu'on peut tout à fait mobiliser pour assurer notre développement. Mais n'oublions pas que ce sont des outils. Et finalement, tout dépend de ce qu'on va faire en fait de ces outils-là. En tout cas, évitons ce que j'appelle la gadgetisation, parce que cela ne sert à rien, cela ne crée pas de la valeur, on perd du temps. Voilà, essayons vraiment d'utiliser ces outils-là à bon escient pour au service du développement économique, mais également du développement socio-culturel. Parce que là, on a beaucoup parlé des entreprises. Il y a ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qu'on peut aussi tout à fait développer en fait grâce aux outils en fait du digital, grâce aussi à l'entrepreneuriat. Docteur Koulibaly. Merci pour l'invitation. Merci également pour mes collègues pour avoir partagé ce plateau avec vous. Mais je tiens juste à préciser que le monde évolue, le Sénégal aussi évolue. Il y a quelque temps,
l'homme, son bonheur, c'était avoir une femme, avoir un travail, avoir sa maison et avoir sa voiture. Chez la femme, son bonheur, c'était d'avoir un mari, des enfants et un mari qui a réussi par la suite. Aujourd'hui, on a l'impression que ça commence à changer. Et surtout, pourquoi ça change? Pour moi, chez les femmes, désormais, c'est la réussite. Et la réussite passe par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me félicite de voir qu'au Sénégal, il y a énormément de femmes qui entreprennent. Et ça, c'est important. Nos mamans qui sont à la retraite et qui entreprennent. Nos sœurs qui ont leur travail, mais également qui entreprennent. Et j'ai déjà vu des cadres d'entreprise arrêter leur entreprise pour créer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui féliciter et encourager. Et je me permets également, pour finir, j'ai été habillé par une dame qui s'appelle Latifa Diak, qui était cadre dans une grosse structure de marketing et qui a décidé avec sa sœur Anta Diak de créer des marques. Et c'est un produit aujourd'hui qu'il faut valoriser, qu'il faut encourager, et il faut aussi y mettre le prix. Parce que c'est de la qualité, c'est de la valeur et c'est de la survalorisation. Et donc je tiens aujourd'hui à remercier ces entreprises-là et surtout ces femmes qui entretiennent et qui entreprennent. Et c'est important de le préciser. Et l'avenir de notre continent, je le dis, je le répète, les femmes, les jeunes. Merci, merci docteur, c'est bien dit. Laïbamba pour finir. Merci Mbacké de l'invitation, merci à mes doyens. Donc, ce que donc j'ai un conseil aux jeunes et aux femmes. Donc, il faut en prendre. Utiliser également le digital pour communiquer, mais également pour vous différencier. Parfaitement. On peut bel et bien se différencier en utilisant le digital, mais surtout, ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas. Important conseil qui nous permet vraiment de finir cette émission. Chers téléspectateurs de Mourchid TV, vous avez suivi avec nous en tout cas le développement en tout cas de EcoD qui portait sur l'entrepreneuriat, la digitalisation et le développement. Et avec nous vraiment le professeur Mbaye Diallo, que nous remercions, qui est enseignant donc à l'Université de Lille, spécialiste des questions liées au marketing et à la distribution. En tout cas, merci vraiment, professeur, pour votre brillant passage. Et également aussi le docteur Koulibaly Daouda Koulibaly, qui est enseignant-chercheur, n'est-ce pas, professeur donc titulaire au sein de l'ISTEC de Paris, vraiment qui fait également de bonnes choses dans le domaine donc du marketing. Et Laïbamba Seck, marketeur, vraiment aussi qui fait beaucoup d'efforts pour le développement donc du marketing au Sénégal et également aussi même pour la contextualisation de cette discipline, un peu pour vraiment l'orienter vers l'économie informelle. Et vraiment, on vous encourage également pour l'ensemble de ces efforts, mais également aussi pour les efforts que vous êtes en train de faire au niveau également de l'initiative que vous avez au niveau de Marketing TV Monde. Voilà, c'en est tout aujourd'hui pour l'émission EcoD. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et nous voudrions également, avant de finir, remercier tout le personnel technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission, les caméramens, les Maïmouna au niveau de la réalisation et Alioune Badreyak au niveau de la production. Très prochainement dans un autre numéro de EcoD. Merci.